Kufa, un assassin légendaire, fut engagé pour éliminer la princesse, mais en la voyant si pitoyable et aussi très séduisante, il décida de l'entraîner pour la rendre plus forte en échange de pouvoir profiter de ses charmes royaux. Tout commença lorsque Kufa arriva à la demeure ducale pour reprendre son rôle de nouveau tuteur de la princesse. Tandis que les domestiques l'accueillaient, elles aperçurent soudain la princesse en train de faire de la gymnastique sur les balustrades du balcon. Les servantes l'appelèrent, effrayées, et elle perdit aussitôt l'équilibre, chutant. Cependant, Kufa courut rapidement la sauver, la surprenant. Il se présenta comme son nouvel instructeur, précisant qu'ils passeraient les 3 prochaines années ensemble. Elle s'inclina alors devant lui, se présentant comme Mélida. La nuit suivante, Mélida se rendit au terrain d'entraînement avec Kufa et y vit des jeunes filles s'exercer. En la voyant, l'une d'elles, Nerva, lui demanda d'être sa partenaire uniquement pour l'humilier. Alors qu'elle commençait à se battre, Kufa observait depuis les coulisses, songeant que Mélida n'avait pas pu manifester de mana contrairement aux autres. En fait, tout noble de naissance était censé activer son mana à un certain âge, mais comme Mélida n'avait montré aucun signe, elle était traitée comme une bonne à rien, sans talent. Nerva la jeta bientôt au sol et se moqua d'elle, lui demandant si cette routine de poupée de chiffon était sa façon de devenir chevalier. La vérité était que Mélida avait toujours rêvé de rejoindre la Légion du Blason et de devenir l'épée d'espoir du peuple, mais son incapacité à utiliser le mana ne faisait de cela qu'une triste plaisanterie. Nerva lui dit alors que sa meilleure amie, Élise, avait désormais un nouveau tuteur, membre d'élite de la Légion du Blason, ce qui signifiait que, contrairement à elle, Élise pourrait rejoindre la Légion et réaliser son rêve en un rien de temps. Mélida se sentit trahie et s'enfuit aussitôt, tandis qu'Élise courait après elle. Mais Mélida lui dit de rester loin d'elle et continua sa course, laissant Élise avec l'air d'avoir perdu une amie chère. Kufa observa doucement ce qui se passait et plus tard, dans sa chambre cette nuit-là, il commença à rédiger un rapport sur ses observations. La vérité était que le grand-père de Mélida doutait qu'elle soit une vraie fille de la Maison d'Ange, car elle était faible et n'avait pas encore activé son mana. Une rumeur courait selon laquelle la mère de Mélida avait eu une liaison avec un autre seigneur. À cause de cela, Kufa reçut la mission de l'entraîner pour en faire une guerrière. Cependant, Kufa réalisa que Mélida ne montrait aucun signe d'aptitude et il conclut qu'elle n'était pas la fille biologique du duc chevalier. Cela signifiait que Kufa devait accomplir sa seconde mission, assassiner Mélida. Kufa ne pouvait la voir continuer à être humiliée malgré sa foi en son rêve et espérait mettre fin à sa misère. Il se dirigea vers sa chambre pour exécuter sa mission, mais découvrit qu'elle était vide. Pendant ce temps, Mélida fuyait pour sa vie des étranges créatures appelées Lycanthropes. Kufa commença à la chercher et fut choqué de la voir attaquée par des Lycanthropes, se demandant comment ils étaient arrivés là. Mais il se souvint alors que le grand-père de Mélida, Lord Mordru, tentait constamment de la forcer à éveiller son mana en la poussant au combat. Les Lycanthropes commencèrent à la tabasser et tandis qu'elle se tordait de douleur, Kufa se demanda pourquoi elle n'appelait pas à l'aide. L'un des monstres lui attrapa les cheveux, voulant faire un travail de barbier rapide, et elle supplia, disant que ses cheveux étaient la seule chose qui lui rappelait sa mère, mais elle refusa d'appeler à l'aide car elle voulait rejoindre les rangs de la Légion du Blason. Sinon, personne ne la reconnaîtrait comme une fille de la Maison d'Ange. Entendant cela, Kufa la plaignit de nouveau et bondit pour attaquer les monstres, et après les avoir anéantis en 2 secondes, il s'excusa auprès de Mélida d'être arrivé en retard. Cependant, elle lui dit qu'elle était désolée de le déranger, tandis que Kufa réalisa alors qu'elle avait toujours été seule. À ce moment-là, il aspira à l'avoir reconnue un jour et demanda la permission de la sauver. Kufa lui demanda alors si elle lui confierait sa vie, même si cela signifiait qu'il mettait aussi la sienne en jeu. Il lui dit que bien que ce fût un pari risqué, il n'y avait qu'une seule façon d'éveiller son mana, et si cela échouait, cela pourrait être fatal. Quand elle dit qu'elle était prête à prendre le risque, il but une potion et l'embrassa avec, la faisant instantanément tomber. Ensuite, Kufa commença un examen du corps de Mélida et lui dit que c'était nécessaire car elle avait résisté à la drogue et acquis la capacité d'utiliser le mana. Cependant, il y avait une chance qu'elle ait aussi développé des anomalies physiques. Pendant qu'il agissait, Mélida ressentait des picotements d'une manière un peu coquine et lui demanda s'il n'était pas du tout gêné qu'elle soit une fille. Il répondit qu'il était en fait embarrassé mais qu'il devait le faire quand même parce qu'il tenait à elle. Il ajouta que la pensée que ce qu'il lui avait fait aurait pu lui causer des dommages corporels l'empêcherait de dormir la nuit. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle reste en bonne santé. Entendant cela, Mélida retira ses mains de son corps et lui dit qu'il pouvait vérifier où il voulait. C'est alors que Kufa lui annonça que, malheureusement, la classe qu'elle avait atteinte n'était pas celle de paladin, comme elle l'aurait peut-être souhaité. C'était samouraï, tout comme lui. Étonnamment, Mélida ne s'en sentit pas mal et considéra cela comme un honneur de partager la même classe que Kufa, et il lui conseilla de garder l'affaire secrète pour le moment. Pendant ce temps, Kufa espérait qu'elle pourrait devenir une guerrière digne de la maison aristocratique, car c'était la seule façon pour eux deux de survivre.
Mélida fut excité d'avoir maintenant du mana et d'être l'élève de Kufa, mais il brisa son enthousiasme en lui interdisant d'utiliser son mana en dehors de leur cours jusqu'au tournoi public qui était dans une semaine. À l'école le lendemain, tandis que Mélida préparait ses affaires pour retrouver son tuteur, Nerva vint l'intimider de nouveau et elle resta simplement muette. Après le départ de Nerva et des autres, Mélida exprima sa tristesse d'être traitée ainsi, mais il lui dit de supporter ce que ses amis lui faisaient, car dans une semaine, elle serait témoin d'un miracle de leurs propres yeux. Alors qu'ils marchaient, Kufa sentit soudain qu'ils étaient observés et les interpella. Élise et une jeune fille apparurent, et la jeune fille se présenta comme Rose, la nouvelle tutrice d'Élise. Mélida fut choquée car c'était la célèbre dame qui avait éveillé son mana très jeune, bien que née dans une strate sociale inférieure. Rose avait également reçu le titre spécial de marquise de carrière par le roi. Cependant, elle rejeta tous ses éloges et se tourna vers Kufa, lui disant qu'elle espérait qu'il s'entendrait moins par bien, puisqu'ils étaient tous deux tuteurs privés. Mais voyant à quel point elle était désinvolte, Kufa la rejeta immédiatement, lui disant qu'être amie avec une clown comme elle serait une mauvaise influence sur l'éducation de Mélida. Rose se mit en colère et lui dit que son élève écraserait la sienne au prochain tournoi avant de s'éloigner furieuse. Une semaine plus tard, le jour du tournoi, Mélida fut effrayée en voyant la foule immense. Kufa tenta de la motiver, disant qu'elle s'était tant entraînée pour cela, mais cela n'aidait pas car elle avait développé une très faible estime d'elle-même à cause des moqueries qu'elle avait subies par le passé. Quelques instants avant le tournoi, Nerva et sa clique apparurent et recommencèrent à la taquiner comme des idiotes. Alors Kufa lui dit respectueusement de se taire et de s'en aller. Cela la mit en colère et elle commença à insulter Kufa. Mélida développa soudain l'audace d'affronter Nerva, lui disant de ne pas parler de son tuteur de cette façon. Elle promit ensuite de démolir Nerva au tournoi, mais Nerva était trop pleine d'elle-même et s'éloigna en riant. Immédiatement, Mélida redevint timide, se demandant ce qu'elle venait de faire, et Kufa réalisa qu'elle était prête à montrer sa force pour quelqu'un d'autre, pas pour elle-même. Quand le tournoi était sur le point de commencer, les coéquipières de Mélida s'inquiétaient pour elle, alors elles lui dirent qu'elle n'avait rien à faire. Cependant, quand le match commença, Mélida tira son épée, se murmurant que c'était pour son instructeur. Elle courut immédiatement vers Nerva, mais Nerva était excitée de l'affronter en premier et lança alors une puissante attaque. Cependant, Mélida activa soudain son mana et contra son attaque. Cela choqua tout le monde, mais Kufa vivait un moment de fierté en tant que tuteur. Nerva se mit en colère face au ridicule et tenta d'attaquer Mélida de nouveau. Mais Mélida bougea son corps et la projeta contre un mur. Nerva se sentit très humiliée et déchaîna une énorme quantité de mana, causant un grand cratère sur le terrain du tournoi. Nerva vit Mélida assise comme effrayée et recommença à se moquer d'elle, pensant qu'elle avait maintenant l'avantage. Elle était sur le point de lancer son coup final et Mélida pointa son épée vers sa gorge et lui dit que les attaques de son instructeur étaient plus effrayantes que ses simples tours. Mélida recommença à charger, épuisant Nerva, mais lorsqu'elle tenta de porter son attaque finale pour en finir, son mana s'épuisa soudainement, choquant Kufa. Nerva en profita immédiatement et commença à poursuivre Mélida. Elle la renversa bientôt et commença à jacasser. En colère que Mélida ait enfin éveillé son mana, elle dit que Mélida aurait dû rester telle qu'elle était, puis elle brisa l'épée de Mélida avant de préparer son attaque finale. C'est alors que Mélida activa de nouveau son mana et déchaîna une technique de lame fantôme déstabilisant Nerva. Kufa fut choqué car il n'avait utilisé cette technique qu'une seule fois devant elle et en déduisit qu'elle devait l'avoir apprise et pratiquée en secret. Quand le match se termina, Mélida courut retrouver Kufa et il la souleva en l'air comme un humain immature, la félicitant pour un combat brillant. C'est alors que son père apparut et passa devant eux sans la reconnaître. Alors elle l'appela pour lui dire qu'elle avait gagné. Cependant, il lui dit de faire d'abord ses preuves lors d'un combat contre une autre école avant de s'enthousiasmer, ce qui la rendit triste. Voyant son visage triste, Kufa lui dit de se réjouir car c'était la première fois que son père lui parlait, c'était donc un pas en avant. C'est alors que Nerva s'approcha d'elle pour lui rendre le livre qu'elle lui avait pris de force puisque Mélida n'avait pas de mana. Elle s'excusa alors et partit immédiatement. Lors du match suivant, Mélida et son équipe affrontèrent Élise et furent stupéfiés par sa puissance. Quelques semaines plus tard, Mélida parla à Kufa d'un prochain festival du Diadème. Et quand Kufa lui dit que cela semblait amusant, elle lui demanda s'il aimait aussi les festivals. Cependant, il répondit qu'il ne savait pas et Mélida se sentit mal de ne presque rien savoir de lui. Même s'il connaissait tant de choses sur elle jusqu'à la taille de ses bonnets, Kufa décida de révéler son passé, disant qu'il avait grandi dans les conditions les plus dures et les statuts les plus bas, donc il n'avait jamais vraiment connu de festival de sa vie. Il vit ensuite une robe avec elle que Mélida dit être le costume pour le défilé des festivals. Il lui demanda de la porter pour qu'il la voie, mais elle dit pas encore car elle et Élise avaient tout rêvé de ce jour depuis longtemps. Cependant, elle lui demanda timidement s'il danserait avec elle autour du feu de camp du festival, mais il lui dit qu'il ne pouvait pas car il devait voyager pour régler un engagement qu'il avait.
Il promit de revenir le dernier jour du festival et demanda s'il danserait avec elle, alors ce à quoi elle accepta. Pendant ce temps, dans les appartements d'Élise, sa mère la complimenta pour le combat au tournoi public, mais lui dit qu'elle aurait dû donner une bonne raclée à Mélida pour prouver qu'elle était la vraie fille légitime de la maison aristocratique. C'est alors que May apporta le costume pour le festival, ce qui rendit Élise heureuse. Mais quand la dame vit la robe, elle la jeta immédiatement, proposant de faire à Élise quelque chose de mieux. Le jour du festival, chaque élève portait le même costume, sauf Élise, qui apparut dans une robe différente, plus belle et élégante. Mélida fut surprise de la voir ainsi, et d'autres élèves commencèrent à bavarder à son sujet. Élise se sentit affreuse et s'enfuit pour pleurer quelque part, car elle n'avait jamais voulu porter cela, mais y avait été forcée. Mélida se réveilla dans un endroit différent et vit un humain momifié. Il lui dit qu'il appartenait à une organisation appelée Guilde Grimfus, ce qui la fit se demander pourquoi il la poursuivait. Le type fit référence à la façon dont elle avait utilisé son pouvoir au tournoi public l'autre jour et lui dit qu'il muterait de force sa classe en paladin, puis qu'il lui transplanterait les pouvoirs d'Élise. Il ajouta que le taux de réussite était faible et qu'elle pourrait finir estropiée. Élise se réveilla à ce moment et commença à pleurer, déclenchant instantanément un flashback de quand la jeune Mélida la caressait quand elle avait peur. Mélida se souvint que c'était la raison pour laquelle elle voulait devenir forte et passa immédiatement à l'action. Elle commença à frapper un squelette de dinosaure exposé à proximité jusqu'à ce qu'il s'effondre et elle s'enfuit avec Élise. Elles atteignirent une section d'armes et tandis qu'elles envisageaient avant tout de prendre les armes à utiliser, elles se souvinrent que leur mana avait été affaibli et qu'utiliser une arme naturelle ne serait pas efficace contre les lycanthropes. Cependant, Mélida eut une idée que Kufa lui avait enseignée. Créer des armes divines à partir de certains matériaux. Soudain, des lycanthropes apparurent derrière elle et projetèrent Mélida au loin. Mélida se remit sur pied et activa immédiatement l'arme divine qu'elle venait de fabriquer grâce aux enseignements de Kufa, qu'elle utilisa ensuite pour vaincre les monstres. Elle et Élise virent une sortie et commencèrent à courir vers elle, mais le type les barra. Mélida chargea immédiatement avec son arme improvisée, mais son bandage saisit l'arme tout comme on saisit sa viande. « Oh oui, papa !» Arrêtant l'attaque, il la renversa et donna aussi sa part à Élise. Maintenant au sol, Mélida commença sans relâche à récupérer la pierre d'oiseau de flamme d'Élise, essayant d'activer son mana également. C'est alors que Monsieur Bandage vit leurs yeux et ressentit instantanément une piqûre. Il ordonna donc à ses hommes qu'il y avait un changement de plan. Ils allaient les éliminer immédiatement, sinon elles pourraient représenter une menace pour eux à l'avenir. Cependant, lorsqu'il tenta de les éliminer, Kufa et Rose firent irruption. Les deux s'excusèrent immédiatement auprès des jeunes filles et travaillèrent ensemble pour vaincre les lycanthropes d'un seul coup. Kufa dit alors à Rose de surveiller les filles et suivit Monsieur Bandage. Kufa lui dit qu'il le soupçonnait, mais Monsieur Bandage répondit que c'était parce que Kufa avait refusé de faire son travail, faisant réaliser à Kufa que Lord Mordru était derrière tout cela. Cependant, Kufa dit qu'il ne le laisserait pas se mêler des affaires de Mélida. Alors Monsieur Bandage rit et invoqua instantanément une chimère hantée. Kufa et Monsieur Bandage commencèrent à se battre, mais Kufa le maîtrisa rapidement. Voyant qu'il ne pouvait vaincre Kufa, il l'attaqua avec la chimère et lui saisit la main avec son bandage, rendant impossible à Kufa d'utiliser son mana. Monsieur Bandage arracha le bras de Kufa, mais Kufa réussit à frapper la chimère en tombant. Maintenant que Kufa saignait, Monsieur Bandage lui dit qu'il n'avait plus d'avenir en tant que guerrier et demanda si Mélida valait vraiment la peine d'être protégée. Mais Kufa répondit que Mélida le surpasserait finalement et vaincrait tous les féroces combattants des environs. Il ajouta qu'il ne craignait pas de risquer sa vie pour la former et entendant cela, Monsieur Bandage invoqua la chimère qui attaqua Kufa. Mais juste au moment où Monsieur Bandage partait, pensant l'avoir éliminé, Kufa se fraya soudain un chemin hors du monstre et le fit ensuite imploser, choquant Monsieur Bandage, car aucun humain ne devrait pouvoir le vaincre. Les cheveux de Kufa devinrent blancs. Il saisit alors son bras sectionné et le rejoignit à son corps, faisant instantanément réaliser à Monsieur Bandage que Kufa était un vampire. Monsieur Bandage se demanda ce que le plus fort type de lycanthrope faisait là, mais Kufa répondit qu'il était aussi à moitié humain, tout comme lui. Il dit alors que puisque Mélida exhibait des pouvoirs de type paladin, il était virtuellement confirmé qu'elle était une descendante d'une maison de duc chevalier. Il ordonna donc à Monsieur Bandage de transmettre cela à son client. En partant, Monsieur Bandage dit que si Kufa entraînait Mélida pour en faire une guerrière ultime, il pourrait un jour devenir la proie. Mais Kufa répondit que lorsque ce jour viendrait, il tendrait volontiers le coup. De retour à la base ennemie, cet homme reçut le rapport de Monsieur Bandage sur Mélida et donna à un type appelé Black Media la mission de découvrir ce que Kufa et Mélida cachaient. Black Media demanda alors s'il devait éliminer Kufa s'il refusait la mission. Pendant ce temps, Kufa retrouva Mélida et l'invita à la danse qu'il avait promise. C'est alors que Mélida lui dit qu'elle deviendrait un jour le genre de femme digne de lui, alors elle lui demanda de l'attendre.
Le lendemain, Élise se réveilla d'un entraînement où elle était presque attaquée par un monstre, mais Mélida vint rapidement la sauver. Ensuite, Élise se cacha derrière Mélida, effrayée, et quand Mélida lui demanda pourquoi elle faisait cela, Élise répondit qu'elle voulait rester derrière elle comme sa petite sœur. L'école reprit ce matin-là, et Élise était littéralement collée à Mélida, tout comme elle l'avait vu dans le rêve. Pendant ce temps, leur tuteur les suivait, Rose étant son habituelle elle-même collante et essayant de s'accrocher à Koofa aussi. Mais il n'était pas un simple comme vous et n'en voulait absolument rien. Il la repoussa et lui dit qu'ils étaient censés être rivaux, pas meilleurs amis, et que leurs clients se battraient probablement s'ils les voyaient agir en copains, surtout la tutrice d'Élise. Ils se dirigèrent tous vers le château de verre pour une compétition inter-école sophistiquée. Quand tout le monde se rassembla à l'assemblée, Mélida demanda à Élise si elle pouvait rejoindre son équipe, mais Élise commença à hésiter comme si on lui demandait de résoudre la faim dans le monde. Au moment où elle réussit enfin à rassembler ses pensées, l'assemblée avait déjà commencé. Le directeur annonça qu'ils organisaient un tournoi de sélection Luna où les 2 meilleurs élèves des 2 écoles sœurs s'affronteraient pour le titre de déesse de la Lune. Tandis que les élus s'entraînaient pendant une semaine comme s'ils se préparaient pour les Jeux Olympiques, le reste des roturiers devaient suivre des cours réguliers comme si de rien n'était. Quand les filles de l'autre école se présentèrent, elles firent leur présentation habituelle, puis le directeur révéla le monument de verre avec les noms des cadets. La mâchoire de tout le monde tomba littéralement quand ils virent les noms de Mélida et Élise là-haut, mais le directeur les annonça quand même comme si c'était tout à fait normal. Les filles réussirent à se remettre de leur choc et se tinrent devant tout le monde. Et puis le directeur leur dit de choisir leurs équipes de rêve. Mélida regarda tous les visages hostiles qu'il a fixés et voulut probablement se cacher dans un trou. Mais Nerva s'avança alors pour se porter volontaire pour son équipe, avec Shenfa, une élève de 3e année qui était censée être la véritable candidate. Après que tout le monde eut formé ses équipes, le directeur lança officiellement le tournoi et érigea une barrière autour du campus, le transformant en une arène de bataille royale. Plus tard, tout le monde bavardait que Mélida avait dû utiliser des ruses douteuses pour que son nom figure sur ce monument, ce qui la fit pleurer et courir vers Koofa, expliquant qu'elle était totalement innocente. Koofa lui fit un câlin et lui dit que même si le monde entier décidait de la détester, il croirait toujours en elle. Mélida et son équipe commencèrent à s'entraîner sous la direction de Koofa, mais pendant une pause, elle ne put s'empêcher de penser à quel point Élise était bien en avance sur elle en termes de puissance. C'est alors qu'une fille au hasard de l'autre école apparut pour discuter et dit qu'elle avait tout entendu sur les Sœurs Anges. Cette fille mystérieuse a en gros dit à Mélita de pulvériser Élise au tournoi pour prouver qu'elle était digne de la branche principale de la famille Angélée, puis elle a disparu dans la nature comme une sorte de ninja furtive. Koofa est arrivé juste après et a tout de suite eu des soupçons sur la situation. Cette nuit-là, Koofa a surpris la domestique d'Élise, se faufilant sur le campus comme si elle était en mission secrète. Quand il l'a confrontée, elle est devenue très nerveuse et il a fait semblant de retirer un morceau de vitrail de sa robe. La domestique a complètement paniqué et a commencé à balbutier qu'il fallait faire attention à ne laisser aucune trace en se recousant elle-même. Koofa a dit « Je t'ai eu » et a appelé tout le monde pour révéler que la domestique avait été celle qui mettait les noms dans le monument de verre. Au lieu d'être gênée, cette femme sans vergogne a carrément admis l'avoir fait pour monter les filles anges les unes contre les autres, afin qu'Élise puisse humilier Mélita et prouver sa supériorité une bonne fois pour toutes. Mélita s'est défendue avec son discours habituel sur l'amitié et les sentiments, avant de promettre à la domestique qu'elle prouverait qu'elle n'était pas inférieure à Élise au tournoi. Plus tard, après que Koofa ait bordé Mélita, il a remarqué quelque chose tomber derrière lui. C'était une lettre noire, ce qui signifiait que sa guilde, White Knight, était en retard. Koofa s'est dirigé vers la forêt pour rencontrer une autre puissance de guilde appelée Black Media, qui ne communiquait que par lettres anonymes. Media lui a dit que le chef trouvait son dernier rapport suspect et voulait savoir ce qu'il cachait à propos de Mélita. Elle a menacé de désolivier Mélita si elle trouvait quoi que ce soit de louche, ce qui a immédiatement mis Koofa en mode attaque car personne ne menace son élève. Koofa a continué à poursuivre Medea, mais elle esquivait ses coups. Elle a alors tiré son épée et lui a dit que c'était une trahison pure et simple et qu'elle allait en finir. Koofa a répondu qu'il servait Mélida maintenant et la protégerait de tous, y compris de sa propre guilde. Tous deux ont libéré leur mana et ont commencé à s'affronter comme si c'était le combat du boss final. Medea essayait de jouer des jeux psychologiques avec Koofa, mais coup de théâtre, Rose est arrivée en volant après avoir entendu tout le remue-ménage. Elle a vu Koofa se battre contre une étrangère suspecte et a décidé d'intervenir car c'est ce que font les personnages chaotiques bons. Rose a commencé à lancer ses disques sur Maedia qui les a bloqués puis a sorti un Glock littéral et a commencé à tirer avant de dégainer une troisième arme. Rose était choquée de voir que cette fille avait plus d'armes qu'un arsenal militaire complet. Mais alors, Media a déclaré qu'elle allait les achever tous les deux. Juste à ce moment-là, une foule entière est apparue, suivant le bruit de la bataille. Et comme Media ne pouvait pas se permettre d'être vue, elle s'est éclipsée immédiatement. En partant, elle a dit à Koofa qu'elle était une ombre et serait toujours derrière. Rose a demandé qui était cette psychopathe et Koofa a expliqué que sa classe était Clone, une classe qui pouvait copier les capacités des 7 classes de mana de base et qu'elle était probablement le clown le plus puissant de tout Flandor.
Pendant ce temps, Élise a rendu visite à Melita et lui a annoncé la nouvelle choquante qu'elle prévoyait de perdre le match exprès afin que tout le monde reconnaisse enfin Melita. Melita était choquée et se demandait pourquoi elle faisait cela. Mais Élise a froidement répondu qu'elle ne le faisait pas pour elle mais pour elle-même, ce qui a rendu Melita triste car rien d'autre n'était plus humiliant. Quand Élise est sortie de la pièce, elle a révélé qu'elle faisait cela parce qu'elle voulait rester sa petite sœur pour toujours. Pendant ce temps, Koofa et Rose sont allés informer la directrice à propos de Black Medium et lui ont demandé d'annuler le tournoi, mais elle leur a en gros dit que la décision était déjà prise et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le lendemain, Rose a aperçu Élise prenant son petit déjeuner toute seule et a demandé si quelque chose s'était passé entre les sœurs. Élise est restée silencieuse, mais sa domestique en chef a immédiatement commencé à s'emporter en disant à quel point Melida était inférieure à Élise. Pendant ce temps, Melida avait d'autres amis qui se sont assis à côté d'elle, affirmant que c'était juste parce que le siège était vide. Shenfa a également rejoint l'équipe, rendant l'ambiance générale beaucoup plus joyeuse et agréable. Les jours passèrent vite, les filles faisant leur combo habituel d'études, d'entraînement et de liens. Et la nuit précédant la grande épreuve, Koofa est apparue dans la chambre de Melita avec son lait pour lui donner des forces. Elle lui a dit que son lait était très savoureux en le buvant à grande gorgée. Koofa a ensuite demandé si quelque chose s'était passé entre elle et Élise. Alors Melita a tout raconté sur la façon dont sa sœur voulait perdre le match exprès. Elle a expliqué que depuis qu'elles étaient plutôt petites, Élise était obsédée par elle et l'avait toujours admirée. Mais maintenant, Melita craignait de ne pas avoir été le bon modèle. Koofa lui a dit d'arrêter de trop réfléchir et de simplement partager ses sentiments avec Élise la prochaine fois qu'elle se rencontrerait. Le lendemain est arrivé et c'était l'heure du spectacle. La directrice a annoncé que ce serait une bataille royale entre les 4 candidates et leurs équipes et qu'elles devaient arracher les épingles de leurs adversaires pour gagner. Les 4 équipes ont pris leur position, mais Koofa s'est éclipsé après avoir souhaité bonne chance à son élève car il prévoyait d'utiliser cette opportunité pour s'occuper de Black Media. Melita et son équipe ont avancé et ont fait face aux gardiens de verre qui ne les ont laissés entrer dans le château de verre qu'après qu'elles aient montré leur mana. Elles sont entrées dans la salle d'assemblée où un tireur d'élite de l'équipe d'Élise a immédiatement tiré un coup de semonce sur elle. Un autre coéquipier d'Élise a tenté une attaque furtive par derrière, mais Nerva l'a bloqué comme une chef. Élise s'est avancée et Shenfa et Nerva ont dit à Melida de s'occuper de sa sœur pendant qu'elle gérait le reste de l'équipe. Melida a suivi Élise dans le couloir central où elles ont toutes deux activé leur mana et ont commencé à s'affronter. Melida a demandé à Élise de révéler ce qu'elle ressentait vraiment pour elle, mais Élise l'a repoussée et a affirmé que Melida était la plus faible. Elle a dit qu'elle avait toujours évité de la combattre parce qu'elle ne voulait pas découvrir à quel point sa sœur était vraiment faible. Elle a attaqué mais Melida a esquivé, puis Élise a déclaré qu'elle était tout à fait d'accord pour être une subordonnée car elle avait toujours voulu rester en dessous de sa sœur. Elle ne pouvait pas supporter de savoir qu'elle était bien plus forte que Melita, alors elle ne pouvait pas rester derrière elle. Melita fut soulagée d'entendre cette confession, mais juste au moment où Élise était sur le point de porter le coup de grâce, Melita a bloqué l'attaque et a promis de l'anéantir complètement. Les 2 filles ont préparé leurs attaques ultimes, Élise affirmant que Melida ne pourrait pas gagner en 100 ans, mais de manière choquante, Melida a coupé l'épée d'Élise et lui a dit de répéter ce qu'elle venait de dire. Élise a commencé à trembler alors que Melida l'a transformée en punching ball humain, l'a clouée au sol et déclaré qu'elle serait la sœur aînée la plus forte quoi qu'il arrive. Elle a commencé à pleurer et a demandé à Élise de compter sur elle, menant au moment de réconciliation fraternelle le plus émouvant de tous les temps. Juste à ce moment-là, Nerva est apparue, agissant étrangement et a commenté que ce serait vraiment dommage si quelqu'un gâchait leur moment si pur. Pendant ce temps, Koofa avait retrouvé la fille mystérieuse qui avait rendu visite à Melita plus tôt. Il soupçonnait qu'elle était Média déguisée et lui a demandé de lui remettre toutes les preuves qu'elle avait recueillies sur Melita. Quand la fille a refusé, Koofa a coupé son sac et l'a plaqué contre le mur. Mais c'était lui qui était piégé car cette fille aimait être plaquée et lui a dit de faire ce qu'il voulait. Oui, oui, oui. Cependant, Koofa était maître de lui-même, alors il l'a attaqué à la place. Mais la fille a bloqué son attaque avec son épée et du mana sombre, forçant Koofa à reculer. Il a réalisé qu'elle avait le pouvoir d'absorber le mana ennemi, ce qui était bien au-delà de ce que Média pouvait imiter. Il s'est agenouillé devant elle immédiatement et lui a demandé son nom, ce à quoi la fille a répondu que son nom était Mule. Fille de l'une des 3 grandes familles nobles et manieuses de la classe Diabolos, Koofa s'est excusé et s'est enfui de là. Cependant, Mule était déçu qu'il n'ait pas fait ce qu'il voulait avec elle, mais soulagé que ses affaires soient toujours en sécurité. Koofa s'est précipité vers le château de verre, réalisant qu'il s'était trompé depuis le début car Média devait être près de Melita. Et il avait raison car Média s'était déguisé en Nerva pendant tout ce temps, et Melita l'a compris quand elle a remarqué que son mana était différent. Médéa s'est transformée en elle-même et a créé une explosion massive qui a fait s'effondrer le palais de verre. Melita et Élise ont commencé à courir pour sauver leur vie, mais Médéa a attaqué par derrière. Déterminée à protéger Élise, Melita a affronté Média de front, mais cette psychopathe l'a facilement maîtrisée et l'a acculée dans un coin. Alors que Média se préparait à les envoyer toutes les deux dans le royaume des ombres, les gardiens de verre l'ont qualifiée d'intruse et ont tenté de l'intercepter. Cependant, elle a brisé leurs épées comme si elles étaient en papier et s'est jetée pour achever les filles.
Mais Kufa est arrivé juste à temps pour les sauver. Rose est apparu peu après, mais Kufa n'avait pas besoin de renfort et il a rapidement poussé Média dehors et l'a désarmée, coupant sa robe pour révéler qu'elle n'était qu'une fille ordinaire sous toute cette énergie de badass et d'alerte. Média, se sentant embarrassée, a dit qu'elle ne pouvait pas retourner à la guilde comme ça, alors Kufa lui a donné un rapport supplémentaire à livrer à papa ou à qui que ce soit d'autre. Ensuite, Kira a été unanimement couronnée déesse de la lune pour des raisons plutôt inutiles. Ensuite, la vraie Nerva a été retrouvée inconsciente dans la forêt. Tout l'incident avec Média a été étouffé, mais Kufa est devenu suspicieux à propos de la domestique en chef qui ne pouvait pas utiliser de mana et n'aurait donc pas dû pouvoir entrer dans le château de verre en premier lieu. Alors il s'est demandé qui l'avait laissé entrer. Pendant ce temps, Mewell et Salah, l'une des cadettes, discutaient du tournoi quand Mewell a mentionné qu'elle avait un analyseur de mana dans son sac qui avait collecté des données sur toutes les filles et elle voulait analyser le mana de Melita, spécifiquement, pour le donner au frère aîné de Salah, le chef de la famille Schicksals. Plus tard, Melita a dit à Elise qu'elle créait une nouvelle unité avec elle-même comme chef et a invité Elise à rejoindre l'unité. Elise a accepté avec joie et les deux sœurs se sont étreintes chaleureusement. La nuit suivante, toutes les filles se sont rassemblées pour une fête non officielle, marquant la fin du tournoi de sélection Luna. Les filles des deux écoles étaient présentes et après avoir bavardé et porté un toast, Mélida, Elise, Salah et Mule se sont assises ensemble autour d'une table. Mélida a mentionné qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait toujours une fête non officielle après le tournoi. Juste à ce moment-là, Kira s'est approchée d'elle avec une bouteille de vin et a rempli les verres d'Elise et de Melita. Elle leur a dit qu'elle ne pouvait pas considérer sa victoire comme une vraie victoire car ce n'était pas une démonstration de ses capacités réelles et elle les a assurés qu'elle leur montrerait qui était vraiment la patronne lors du prochain tournoi afin qu'elle ne puisse pas le nier. Cependant, Mule lui a dit d'arrêter son discours shakespearien car elle risquait de se faire écraser si elle les affrontait. Quand Kira est partie, Mélida s'est demandé comment serait le tournoi de l'année prochaine. Mais Elise l'a assuré que quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouverait, elle ferait tout pour la soutenir, rendant Mélida très enthousiaste. Cependant, Mewell leur a dit qu'il était inutile de parler de l'année prochaine à ce moment-là. Pour l'instant, elles étaient seulement censées y profiter du moment présent. Elle a suggéré qu'elles parlent de l'amour de leur vie, mais a vite réalisé qu'elles étaient toutes aussi célibataires qu'un billet d'$1. Alors Mule a décidé de leur raconter l'histoire d'une ville célèbre connue sous le nom de Cité de l'eau. Il y a de nombreuses années, un mari et une femme venaient d'emménager dans la ville pour chercher un nouveau départ après avoir fui leur ancienne cité. Cependant, les habitants de la ville étaient indo-racistes et les traitaient mal. Le mari, qui ne pouvait pas trouver un emploi stable, est devenu rancunier et a transformé sa femme en punching ball, mais sa femme n'a jamais demandé le divorce. Il a finalement perdu la tête et a désautorisé sa femme, après quoi il lui a arraché le cœur. Réalisant ce qu'il avait fait, il s'est enfui avec le cœur toujours dans sa main, mais il a vite trébuché et est tombé, faisant tomber le cœur de sa main. De manière choquante, le cœur lui a parlé, lui demandant si elle était blessée, et c'est à ce moment-là que l'homme a réalisé que sa femme l'avait vraiment aimé. L'homme a eu des remords et s'est jeté dans la rivière, ce qui a entraîné sa mort, mais le conte ne s'est pas arrêté là. L'homme est parti pour le nirvana avec le cœur de sa femme, mais le corps de la femme dont le cœur avait été arraché est resté abandonné. Ce corps nourrissait une rancune profonde et a commencé à parcourir la ville à la recherche de son cœur. Elle serait plus tard appelée la sorcière grise et était connue pour attaquer de jolies jeunes femmes et leur arracher le cœur. Élise s'est évanouie instantanément de peur et Mélida a demandé si ce n'était qu'un conte de fées car il était impossible qu'un cœur puisse parler. Cependant, Mule a répondu qu'il y avait eu des cas récents de meurtre où il était dit que les victimes avaient eu le cœur arraché. Juste à ce moment-là, les bougies se sont soudainement éteintes et tout le monde a commencé à paniquer. Pendant qu'elle se demandait ce qui se passait, une étrange silhouette est apparue. C'était la sorcière grise. Elle a immédiatement commencé à attaquer et s'est vite approchée de Melita. Mais Melita a jeté un châle pour bloquer la vue de la sorcière, permettant aux filles de s'échapper. Melita et son groupe ont réussi à atteindre un cours d'eau, alors elles ont envisagé de retourner à leur dortoir. Pendant ce temps, Mule, la conteuse, n'arrivait pas à croire que cela se produisait. Juste à ce moment-là, Melita a marché sur une substance molle qui ressemblait aux entrailles d'une peau humaine et elles ont toutes eu très peur. Alors qu'elles commençaient à courir, elles ont marché sur d'autres entrailles, ce qui les a rendues encore plus effrayées. Après un moment de course effrénée, elles ont repris leur souffle et le liquide gluant a commencé à leur tomber dessus d'en haut, ce qui a gêné Mélida en pensant à Kufa la voyant dans cet état coquin. Elles ont repris leurs jambes à leur cou et quelques minutes plus tard, la sorcière grise est réapparue, les faisant se demander si elle avait éliminé les autres filles. Salah a pris son courage à deux mains et s'est avancée pour combattre la sorcière. Mais l'idiote a heurté un pilier comme une mouche désorientée. Mélita s'est avancée pour utiliser sa lame fantôme, mais la sorcière grise a neutralisé l'attaque en un seul coup. Réalisant qu'elle ne pouvait pas la vaincre, elles ont fait demi-tour et ont couru de toute leur force pendant que la sorcière les poursuivait. Mélita pensait qu'elle devait juste sortir du cours d'eau et atteindre le dortoir pour que Kufa puisse les sauver. En sortant, elles ont vu Kufa se tenir au loin et ont essayé de courir vers lui, mais Kufa a commencé à agir étrangement, leur disant qu'il cherchait quelque chose.
Il a levé sa lampe pour montrer sa bouche dégoulinante de sang comme un vampire. Il a ensuite dit qu'il cherchait son cœur arraché, les effrayant. Ensuite, il les a rassemblés dans sa chambre et a révélé que c'était de la sauce tomate en se nettoyant la bouche. Il a révélé que les Tudors avaient entendu parler de la fête non officielle, ce qui était contre les règles de l'académie, et il avait fait un plan avec Rose pour leur faire une farce. Rose était la sorcière grise. Elles ont ensuite demandé ce qu'étaient les substances molles dans l'eau et Kufa a révélé que c'était une gemme de Pixie. Elles ont réalisé que c'était lui qui avait fait pleuvoir les fluides sur elles plus tôt et se sont fâchées contre lui pour avoir fait quelque chose d'aussi coquin. Leurs jambes sont vite devenues faibles et elles se sont effondrées au sol. Alors elles ont dû dormir dans sa chambre cette nuit-là pour qu'il assume la responsabilité de les avoir effrayées ainsi. Un jour, Melita s'est réveillée de son sommeil pour trouver son professeur tenant sa longue baguette au-dessus de son visage. Il l'a complimentée, disant qu'elle devenait plus consciente de son environnement, les mangeant tous endormis. Mais Melita n'était pas d'accord car Kufa suivait un programme d'entraînement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis il lui a demandé de se préparer car c'était l'heure de leur voyage scolaire. Alors qu'il sortait, Melita l'a taquiné sans arrêt à propos de l'invasion de son espace personnel, mais Kufa n'a même pas bronché. De nulle part, son supérieur est passé près de lui et lui a secrètement remis une fiole de médicaments suspects, lui disant de l'utiliser avec prudence. Juste à ce moment-là, Élise et Rose les ont rejoints. Rose a immédiatement jeté sa dignité aux orties et a supplié Kufa de l'épouser sur le champ. Les filles étaient choquées par son désespoir, alors Rose a expliqué que son père avait déjà choisi un mari pour elle. Elle a paniqué et lui a dit qu'elle avait un amant, et Kufa était le seul candidat qui pouvait simuler le rôle. Kufa a accepté, tandis que Melita restait là, furieuse, comme si quelqu'un venait de la remplacer. Rose n'a pas perdu de temps et s'est accrochée à Kufa comme du ruban adhésif, l'appelant par des surnoms ringards. Voyant cela, Melita est devenue si jalouse qu'elle a aussi attrapé son bras. À ce moment-là, la directrice de l'école est apparue et est passée en mode Karen en les voyant. Elle a réprimandé Rose et Melita pour leur comportement indécent, puis a souri poliment à Élise, disant qu'elle n'était pas comme sa demi-sœur inutile, Melita. Avant que le malaise ne s'installe, une calèche voyante est arrivée et Lord Prickett, qui s'est avéré être le père adoptif de Rose, en est sorti, prêt à l'embarrasser comme d'habitude. Rose l'a fait taire à l'intérieur de l'académie, déclarant il s'est vanté d'être un expert en génie sur le point de le dénigrer, mais il s'est nonchalamment il a reconnu qu'il prévoyait d'organiser le mariage de Rose pendant ce voyage et qui était mort. Apparemment, des années auparavant, il y avait eu un massacre mené par un jeune garçon ayant le même visage que Kufa. Tout le monde s'est raidi, Kufa ayant l'air de savoir de quoi il parlait, mais la directrice a balayé ça et a ordonné au groupe de continuer d'avancer. Juste à ce moment-là, Kufa a dit à Melita qu'il avait séché l'assemblée parce qu'il ne se sentait pas bien. Elle s'est inquiétée des insultes qu'il avait subies, mais il lui a dit qu'il ne se souciait que de ce qu'elle pensait de lui. Plus tard, pendant l'assemblée, elle est restée inquiète pour Kufa et a finalement quitté l'assemblée pour aller le voir. En chemin, elle a rencontré Média, maintenant entièrement déguisée en professeur, mais se sentant toujours mal d'être enseignante à cause d'une mission inutile. Melita a soudainement entendu des voix effrayantes crier des cris provenant de l'assemblée. Le roi de glace précipité, feu infernal, s'était figé, mais Média n'a rien entendu. Prickett a décidé que c'était le moment idéal pour montrer sa toute nouvelle invention. Il a vaporisé une potion dans un feu proche et elle a instantanément répandu une brume dans la pièce et le feu est devenu bleu. Il a ensuite déclaré que le coupable avait ce genre de mana et était dans la vingtaine, faisant tourner tous les regards vers Kufa. Mais il a dit qu'il n'avait aucun moyen de se défendre maintenant. Même avec les soupçons, le voyage scolaire a continué, et dans le train, Melida était toujours inquiète pour Kufa, tandis que Lord Prickett se vantait de l'effrayante aurore et du tonnerre incessant de sa région, comme si c'était une attraction touristique. Plus tard, pendant qu'il donnait une conférence sur les plantes, Melita ne pouvait s'empêcher de fixer Kufa. Elle a de nouveau entendu l'étrange voix et l'a localisé jusqu'à un rocher, mais Kufa l'a arrêtée avant qu'elle ne le touche, lui demandant si elle était fatiguée de la conférence ennuyeuse. Prickett s'est vite approché d'elle et a expliqué que c'était un endroit mystérieux causé par des champs magnétiques et leur a ordonné de reculer. Bientôt, elles ont été traînées en ville où une autre victime avait succombé à une maladie qui transformait les gens en berserkers sans cervelle. Prickett a déclaré l'homme irrécupérable et l'a fait exécuter sur le champ, traumatisant les étudiants. Même la directrice l'a réprimandé, mais Prickett s'est défendu en appelant cela une salvation pour la personne concernée. Rose a traîné Kufa à l'église comme si elle allait confesser ses péchés, mais au lieu de cela, elle l'a frappé avec la question de savoir pourquoi il avait même accepté de l'aider au départ.
Kufa est resté là, l'air d'avoir un écran bleu dans le cerveau orphelin que son père avant qu'il ne puisse répondre, une escouade de jeunes est arrivée en courant vers Rose. Kufa est retourné au pavillon pour trouver Mélida. Calme-toi, demain, Kufa n'a pas mordu à l'hameçon toxique. Au lieu de ça, il a complètement changé la donne en colère et lui a ordonné de sortir avec ses chaussettes. Cette simple phrase l'a transformée d'une princesse en colère en un petit chiot collant très vite. Elle s'est accrochée à lui alors qu'ils erraient dans les tunnels souterrains de la ville. Et finalement, ils sont arrivés à une grotte calcaire bien cachée. Juste au moment où Melita pensait que la visite touristique était terminée, Kufa les a fait tomber tous les deux d'une falaise et ils ont commencé à flotter comme des astronautes en apesanteur. Kufa a expliqué que tout cela était dû à de fortes forces magnétiques dans la zone, mais Malida lui a demandé comment il en savait tant sur cet endroit mystérieux. Il a répondu qu'il était déjà venu ici pour une mission secrète. Quand ils sont rentrés au pavillon plus tard cette nuit-là, Kufa l'a bordé comme un père couche son enfant, mais Melita s'est adoucie et s'est excusée d'avoir été si difficile plus tôt. Elle a avoué qu'elle ne voulait juste pas que quelqu'un d'autre s'approche trop de lui et a marmonné qu'il devrait l'emmener à un autre rendez-vous avant de dormir. Kufa a écarté ses cheveux et a murmuré qu'elle était la première personne à ressentir cela pour lui, c'est pourquoi il ne savait pas quoi faire. Plus tard cette nuit-là, Melida s'est retrouvée dans un rêve étrange, debout dans l'obscurité totale, appelant son tuteur. Soudain, une voix sinistre a dit qu'elle voulait du sang et elle s'est réveillée en sursaut, en sueur froide. Avant même qu'elle puisse respirer, Elise a fait irruption dans sa chambre, paniquée, disant qu'une autre victime avait été frappée par le criminel de Mana à la flamme bleue. Melita s'est figée et sa peur a doublé quand elle a réalisé que Kufa était introuvable. Les filles se sont précipitées à l'église où l'attaque avait eu lieu seulement pour trouver Lord Prickett déjà en larmes, pleurant sur les jeunes de son orphelinat. La directrice les a examinés et a annoncé que leur force vitale avait été aspirée, tout comme l'étudiant qui s'était évanoui plus tôt. Tout le monde s'est tourné vers Melita, lui demandant ce que son tuteur en pensait. Mais elle a admis nerveusement que Kufa était porté disparu depuis le matin. C'était tout ce que Lord Prickett avait besoin d'entendre pour passer en mode détective, et sans hésitation, il a déclaré que Kufa était le coupable. Il a ordonné à ses hommes de le retrouver et de l'amener immédiatement. Après cela, la directrice a commencé à ramener les filles à l'académie. Mais Melita s'est éclipsée pour chercher Kufa elle-même. Cependant, elle est soudainement tombée sur Medea. Medea a souri, devinant facilement que Melita était sur le point de tout risquer pour défendre son tuteur, qualifiant cela d'idée stupide mais aventureuse. Pour une raison quelconque, elle a décidé de se joindre à sa petite escapade. De retour dans sa chambre, Maedia a commencé à se déshabiller et pendant ce temps, elle a expliqué que Kufa l'avait averti du nombre croissant de lieux mystérieux dans la ville et lui avait même demandé de garder un œil sur Melita, si jamais quelque chose lui arrivait. Media a enfilé un uniforme scolaire pour mieux se fondre dans la masse et après, elles se sont dirigées vers la ville pour commencer à recueillir des informations sur les lieux mystérieux. Melita, naïve, a posé des questions directes à des inconnus sur ces endroits, mais a fini par se faire gronder et recevoir des bonbons en guise de compensation par pitié. Media a soupiré, disant que ce n'était pas comme ça qu'on faisait, et l'a traîné jusqu'à un fleuriste. Là, elle a charmé la fleuriste en complimentant ses fleurs et en mentionnant, l'air de rien, le rôle de Lord Prickett dans la recherche des lieux mystérieux. Comme la dame se trouvait être une admiratrice de l'homme, elle a déballé toutes les informations dont Media avait besoin. Douce comme du beurre, Media a tout obtenu. Et bientôt, elles étaient en route pour l'endroit mystérieux le plus notoire de la ville, la Maison Tordue. Quand elles sont entrées dans la Maison Tordue, Melida s'attendait à des malédictions et des fantômes, mais l'endroit était décevant. Media, cependant, a immédiatement remarqué que le bâtiment n'était pas le résultat d'un accident, mais avait été délibérément construit de travers dès le départ. Elle a commencé à fouiller et a découvert une porte cachée menant à un escalier. Mais avant d'entrer, elle a averti Melita que tout pouvait arriver là-bas et lui a ordonné de rester près. Elles ont vite atteint le donjon souterrain et ont trouvé ce qui ressemblait au laboratoire secret d'un méchant. Il y avait des stations de recherche abandonnées, des cages assez grandes pour des humains, et le pire, c'était les corps sans vie exposés dans des cages. Maedia les a examinés et a souligné qu'ils ressemblaient à des citoyens de Shangarda. Elle a ensuite expliqué que c'était des produits ratés d'expérimentation illégale avec le facteur du gène nocturne, une tentative de transformer des humains en lycanthropes. Juste à ce moment-là, Maedia a remarqué qu'un cadavre portait exactement le même accessoire que l'homme qu'elles avaient en vue mourir plus tôt, et a conclu que Lord Prickett lui-même était derrière tout, répandant de fausses nouvelles sur les lieux mystérieux et les maladies afin de pouvoir enlever et expérimenter sur plus de personnes. Avant même que Melida ne puisse se remettre de cette révélation, la voix étrange a de nouveau envahi sa tête, exigeant qu'elle isekai quelqu'un et lui montre du sang. Elle s'est agrippée la tête de douleur alors que la migraine l'a frappée et a immédiatement compris que cela signifiait qu'une autre victime était sur le point de tomber. Elle a couru dehors et s'est retrouvée sur les lieux du dernier accident où des gens hurlaient qu'un étudiant avait été tué. Quand elle est entrée, son monde entier s'est effondré car Elise gisait inconsciente sur le sol tandis que Lord Prickett serrait le corps sans vie de Rose, sanglotant qu'elle était morte. Même la directrice semblait vaincue en expliquant que Melita ne s'était pas présentée à l'entraînement, alors Elise était allée la chercher. Naturellement, Rose a suivi son élève et c'est à ce moment-là qu'elles ont toutes deux été attaquées par quelqu'un d'assez puissant pour abattre même Rose.
Un idiot a immédiatement commencé à crier que Kufa devait être le coupable et a rallié les habitants pour le traquer. Lord Prickett, tenant toujours le corps de Rose, a alors annoncé qu'il pouvait la sauver grâce au pouvoir de la science. Mélida, dévastée et sans voix, a ramené Élise dans sa chambre. Mathia est apparu plus tard, faisant remarquer que seule une personne ridiculement forte pouvait vaincre une paladine comme Élise et une vétérane comme Rose ensemble. Quelques instants plus tard, quand Mélida était seule avec Élise, elle s'est excusée, se blâmant pour tout. Elle a ensuite serré l'épée d'Élise et lui a demandé de lui prêter sa force. À ce moment-là, Shenfa a fait irruption dans la pièce pour dire à Mélita de s'échapper car Lord Prickett venait d'être attaqué et le corps de Rose avait été volé par le même homme inconnu à la flamme bleue, un type. Alors les habitants, en colère, ont cherché à capturer Mélita pour l'utiliser comme appât afin d'attirer Kufa. Mélita a immédiatement grimpé par la fenêtre et, en s'échappant, elle a juré de laver le nom de Kufa, de venger Élise et Rose et de découvrir la vérité. Elle est retournée au rocher où elle avait déjà entendu la voix mystérieuse et s'est souvenue comment Kufa et Lord Prickett avaient tous deux essayé de la tenir éloignée de celui-ci. Convaincue qu'il cachait quelque chose, elle l'a fait exploser avec son mana et a trouvé un tunnel secret. Au fond du tunnel, elle a trouvé un bureau rempli de documents et de parchemins, et l'un d'eux portait la propre signature de Lord Prickett. En les parcourant, elle a découvert des années d'expérimentation sur le facteur du gène nocturne qui était essentiellement extrait des lancanthropes et transplanté chez les humains. Et il y a 7 ans, Lord Prickett avait commis sa plus grande erreur lors d'une expérience. Alors qu'elle assimilait cela, la voix sinistre, mais Mélita a tiré son épée et s'est déclarée paladine, exigeant qu'il se révèle. Mais la voix a seulement ri et lui a dit qu'elle serait son prochain sujet de test. Soudain, Rose est apparue. Elle était vivante, mais ses cheveux avaient changé et une terrifiante flamme bleue vacillait dans son œil gauche. Mélita l'a appelée avec soulagement, mais Rose l'a regardée avec la faim dans les yeux et a exigé son sang comme une vampire fraîchement sortie de cure de désintoxication. La voix étrange a exhorté Rose à se régaler immédiatement de l'élève de Kufa, et Rose s'est élancée comme une prédatrice. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre Mélita, Kufa a fait irruption et a essayé de ramener Rose à la raison, mais la voix l'a identifié comme le roi des glaces. Kufa a ignoré, révélant son vrai pouvoir en la maîtrisant, et il a insisté sur le fait que Rose n'était plus une créature des ténèbres, donc elle pouvait résister en utilisant ses souvenirs humains de ses proches. Mais ces mots ne l'ont pas atteinte, elle s'est libérée et s'est enfuie dans l'ombre tandis que la voix mystérieuse riait, révélant que Rose avait soif de sang depuis 7 ans sans interruption. La voix étrange a déclaré qu'elle allait enfin se perdre dans ses instincts et devenir sa subordonnée loyale, et Kufa semblait déçu. Après cela, il a plaqué Mélita au sol et lui a dit qu'il scellerait ses souvenirs de lui, mais Mélita a paniqué immédiatement, insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas ça. Mais Kufa a essayé de la rassurer, disant que même si elle l'oubliait, il resterait toujours son tuteur privé. Il a avoué que personne ne l'avait jamais accepté sous cette forme, et le regard qu'elle lui lançait à ce moment-là l'effrayait. Il s'est même excusé, admettant que l'effacement de ses souvenirs n'était dû qu'à son ego. Cependant, Mélita a utilisé ses propres mots contre lui, promettant de rester à ses côtés quoi que le monde puisse dire. Elle l'a ensuite serré dans ses bras et l'a embrassé avant de lui avouer qu'elle l'aimait, choquant Kufa qui l'a immédiatement averti qu'il était un demi-lancanthrope, son ennemi naturel. Il a ensuite continué à révéler toute son histoire tragique. Il y a 8 ans, dans cette même ville, l'orphelinat où il vivait avec d'autres orphelins a brûlé à cause des expériences illégales de Lord Prickett sur le gène nocturne. Il s'est avéré que Lord Prickett travaillait main dans la main avec une araignée géante qui dévorait les humains et le forçait à continuer d'expérimenter. Cependant, Kufa, qui était mort dans l'incendie, s'est soudainement relevé avec des cheveux blancs lumineux, choquant l'araignée. La créature s'est moquée de l'église pour avoir abrité un demi-vampire en secret, mais Kufa n'écoutait pas. Il s'est immédiatement approché de Rose et a bu son sang, la transformant en vampire comme lui. À ce moment-là, des guerriers de la guilde des Chevaliers Blancs ont fait irruption pour combattre l'araignée, mais la bête était bien plus forte et les a rapidement déchirés. Juste à ce moment-là, Kufa a bondi et lui a arraché les yeux, créant une ouverture pour le soldat qui a immédiatement fait des trous dans le ventre de l'araignée et l'a achevé avec une balle puissante qui l'a projeté très haut dans le ciel. Le soldat a alors remarqué Kufa accroupi sur Rose et a exigé de savoir ce qu'il faisait. Kufa a expliqué qu'il voulait sceller les souvenirs de Rose de lui pour supprimer sa soif de sang afin qu'elle puisse continuer à vivre comme une fille normale. Il a supplié l'homme d'épargner sa vie, promettant qu'il prendrait ses responsabilités et la garderait sous contrôle, même si cela signifiait devenir le subordonné du soldat. Le soldat a demandé si Kufa était vraiment d'accord pour que la fille l'oublie, et les larmes aux yeux, Kufa a dit qu'il l'accepterait tant que Rose pourrait être heureuse. De retour au présent, Kufa a fait promettre à Mélita de ne jamais révéler cela, la prévenant que si elle le faisait, il lui viderait son sang. Cependant, Mélita se sentait déjà coquine, mais elle a juré qu'elle garderait son secret. À ce moment-là, Kufa a réalisé que la même araignée lancanthrope qui avait attaqué l'orphelinat des années auparavant était la coupable derrière les incidents récents. D'une manière ou d'une autre, elle avait survécu et travaillé de nouveau avec Lord Prickett.
Il croyait que Lord Prickett voulait le pouvoir, c'est pourquoi il avait arrangé des fiançailles pour Rose, prévoyant de la transformer en une machine à bébé pour produire des utilisateurs de mana. Mélita était furieuse de cela et Kufa lui a dit qu'il avait besoin de son aide pour arranger les choses. Après cela, Rose s'est rétablie, mais avant même qu'elle ne puisse reprendre ses esprits, Lord Prickett l'a forcée à un mariage avec un fiancé quelconque. Juste au moment où les vœux allaient être scellés, Mélita a fait irruption dans l'église et a dit que le mariage ne pouvait pas avoir lieu parce que Rose était sa rivale pour l'amour de Kufa et qu'elle ne la laisserait pas reculer si facilement sans se battre. Cependant, Rose n'a pas compris ce qu'elle disait jusqu'à ce que Mélita crie qu'elle avait déjà embrassé Kufa et était prête à se battre. Rose a immédiatement sorti ses armes pour défier Mélita et quand elle l'a attaqué, Mélita a riposté avec une frappe enflammée, mais elle a manqué sa cible et a mis le feu à Lord Prickett à la place. Alors que Lord Prickett criait, une petite araignée a rampé hors de son corps et s'est transformée en forme humaine. Il s'est présenté comme Nachwa et a dit que c'était fini pour Mélita, mais elle n'a pas été intimidée et a révélé qu'il était le lancanthrope derrière tout cela. Nachwa a souri, admettant qu'il l'avait sous-estimé, puis a soufflé tout le monde avec son pouvoir avant de s'échapper par une porte cachée. Rose l'a poursuivi, se souvenant comment il l'avait manipulé pour attaquer l'Académie, les orphelins et même Élise. Mais quand il lui avait ordonné de boire le sang d'Élise, elle avait résisté, ce qui a rendu Nachwa furieux et il a essayé de la saccaille. Rose l'a affrontée, mais il l'a vite maîtrisée et a failli la détruire quand Kufa est apparu juste à temps, repoussant Nachwa d'un coup de pied et lui disant de rester loin de sa sœur. Il a ensuite exhorté Rose à s'éveiller pleinement et ses pouvoirs de vampire se sont activés immédiatement. Ils ont juré de vaincre Nakwa ensemble, mais il n'a pas été ébranlé et s'est transformé en sa vraie forme. Ils se sont immédiatement lancés dans un combat intense et avec leurs attaques combinées, Kufa et Rose ont projeté Nakwa dans le lieu mystérieux en apesanteur, le laissant suspendu en plein air. Kufa s'est alors élancé et a chargé un coup de poing qu'il a empalé contre une roche dentelée. Le corps de Nakwa s'est effondré, mais au lieu de mourir, il s'est divisé en millions de minuscules araignées et s'est glissé dans le sol, promettant qu'il reviendrait. Nakwa a émergé à l'intérieur du tunnel de l'église, seulement pour trouver Mélita et les autres filles qui attendaient comme une escouade d'exterminateurs. Elles ont tranché les minuscules araignées tandis que Nakwa hurlait, les suppliant d'arrêter. Dehors, Rose a serré Kufa fort dans ses bras, affirmant que ses souvenirs de lui étaient enfin revenus, mais au lieu de célébrer, Kufa a tapoté les marques de morsure de Rose, l'immobilisant immédiatement. Il lui a ensuite dit que ses souvenirs seraient scellés à nouveau, parce que c'était la seule façon pour elle de vivre en sécurité dans la société. Rose l'a supplié de ne pas le faire, disant qu'elle voulait juste être avec son grand frère, mais Kufa l'a rassurée, promettant qu'il veillerait toujours sur elle avant de sceller ses souvenirs une fois de plus. Pendant ce temps, Lord Prickett se lamentait sur sa femme mourante car, avec Nachwa parti, elle se transformait maintenant en lycanthrope. Kufa est apparu et a réalisé que c'était la raison pour laquelle Lord Prickett avait traité avec l'araignée depuis le début. Lord Prickett s'est effondré, admettant qu'il n'avait pas le choix, et Kufa a décidé d'utiliser une fiole de médecine qui pouvait transformer un lycanthrope partiel en humain parce que Lord Prickett l'avait autrefois sauvé, lui et sa mère, quand ils étaient sans-abri. Et après avoir sauvé la femme, Kufa s'est éloigné, faisant ses adieux à son père adoptif. Ensuite, des rumeurs se sont répandues, selon lesquelles Lord Prickett avait tout avoué et s'était rendu. Sur le chemin du retour de Shangarda, Kufa était assis, pensant à tout, quand Rose a soudainement dit qu'elle se demandait pourquoi ses souvenirs de la ville semblaient incomplets, mais il lui a dit de ne pas forcer. Elle a ensuite révélé un rêve qu'elle avait toujours eu, de rencontrer quelqu'un d'important dont elle ne se souvenait pas clairement, mais avec qui elle avait passé un temps précieux quand elle était jeune. Elle a avoué qu'elle avait rejoint la Légion du Blason pour devenir célèbre afin que cette personne puisse éventuellement la retrouver. Suite à cela, les cours ont repris à l'académie et la directrice a annoncé qu'avant la fin de l'année, les étudiants affronteraient un dernier événement appelé l'examen de la chèvre Vibria. Mélita et Élise se sont demandé ce que c'était et Kufa a expliqué que c'était du bétail, mais aussi le labyrinthe légendaire situé sous leur colonie, contenant la plus grande bibliothèque de l'histoire humaine. L'examen était brutal, mais quiconque le réussissait obtenait une licence de bibliothécaire, en gros un ticket d'or pour plonger dans la bibliothèque de la chèvre Vibria et découvrir des connaissances perdues. Cependant, seuls les étudiants de deuxième année et plus pouvaient postuler. Mais ensuite, la directrice elle-même est entrée et a demandé, l'air de rien, si les deux filles voulaient passer l'examen cette année. Kufa a essayé de protester puisqu'elles n'étaient encore qu'en première année. Mais la directrice lui a dit que puisqu'elles avaient déjà été choisies comme cadette Luna, ce serait formidable de prouver que c'était une erreur. Pendant ce temps, Mewell et Salah ont présenté leur rapport du tournoi Luna à leur académie et à la faction noble. Mewell a raconté que le mana de Mélida était complètement différent de celui d'Élise, ce qui prouvait que sa mère avait fréquenté d'autres hommes. Tout le monde a halté comme si c'était un potin scandaleux et le frère aîné de Salah a immédiatement suggéré d'annoncer l'illégitimité de Mélida à toute la société noble. Tout le monde a été d'accord instantanément et le frère de Salah a dit qu'il devait trouver un moyen de convaincre le public. Juste à ce moment-là, Mules a souri et a sorti un texte ancien appelé le Codex Anders trouvé dans la chèvre Vibria elle-même.
Elle a dit qu'il pouvait l'utiliser pour prouver les origines de Melita, et en entendant cela, le frère de Salah a déclaré qu'avec ce livre, il ne ferait non pas seulement tomber la maison Angel, mais commencerait une révolution et régnerait sur le monde. Après la réunion, Salah s'est inquiété discrètement pour Melita, mais son frère l'a rassuré avec son discours hypocrite sur le fait de tout faire pour le bien de Melita. Il a affirmé que Melita était entourée de trop de menaces imminentes et qu'il fallait la sortir de sa misère. Salah, crédule comme jamais, l'a cru, et pour sceller la manipulation, son frère lui a remis un stylo plume spécial, autrefois manié par une bibliothécaire de la chèvre Vibria, souhaitant que cela lui donne du courage. De retour à l'académie, Melita et Kufa sont tombés en plein milieu d'une agitation. Un homme masqué était apparu, disant qu'il était là pour rencontrer sa fille. Quand il a vu Melita, il s'est précipité sur elle, affirmant qu'elle était sa fille. La choquant, l'homme masqué a crié que les Angeles étaient des démons qui lui avaient appris sa femme et sa fille et qu'il était là pour la récupérer. Il a essayé d'approcher Melita, mais Kufa a immédiatement balancé son épée pour le bloquer, le faisant reculer et disparaître, laissant Melita tremblante et humiliée. La nuit, Kufa a reçu un avertissement codé concernant le danger de Melita. Il a griffonné une réponse cryptique puis est allé faire l'examen corporel de routine de Melita, mais il était clairement distrait. Melita a demandé s'il était toujours inquiet du drame de ce matin et il a admis que oui, disant qu'il avait toujours craint que les gens ne commencent à répandre des rumeurs s'ils apprenaient la vérité sur sa classe de mana. Il a pensé que l'homme masqué n'était apparu que pour calomnier la famille Angio et Melita a été d'accord, insistant sur le fait que l'homme n'avait aucun lien avec sa mère. Cependant, Kufa a averti que leurs ennemis continueraient à jouer différents tours, ce qui a poussé Melita à demander s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire. Kufa lui a dit qu'il avait une mission pour elle qui était de prendre l'examen de la chèvre Vibria au sérieux pour le réussir. Melita a immédiatement paniqué et lui a rappelé que l'examen était réputé pour être mortel. Mais Kufa a insisté sur le fait que si elle réussissait, cela ferait taire les détracteurs et prouverait sa valeur à tout le monde. Elle a demandé ce qui se passerait si elle échouait et le dégénéré puant lui a dit qu'il la punirait d'une manière spéciale. Elle est devenue coquine et lui a dit qu'elle voulait aussi une récompense si elle réussissait, et Kufa a souri, sachant qu'elle était une mauvaise fille. Suite à cela, le jour de l'examen est arrivé et Melita et Elise, avec d'autres filles, ont suivi la directrice jusqu'à la porte du labyrinthe, l'air nerveuse mais déterminée à réussir. Cependant, Kufa leur a dit de se calmer. Elles ont vite atteint une plateforme d'ascenseur magique et Melita n'a pas lâché la main de Kufa jusqu'à la toute dernière seconde avant que les portes ne se ferment. Alors que la plateforme commençait à descendre, la directrice a donné son briefing et leur a dit qu'elle devait accomplir des missions avant que le temps ne s'écoule. Elle les a avertis que les fantômes d'anciens bibliothécaires hantaient le labyrinthe et qu'elle devait éviter les couches inférieures du labyrinthe car les fantômes y travaillaient des heures supplémentaires gratuitement. Juste à ce moment-là, l'ascenseur a soudainement secoué et s'est arrêté et des tentacules visqueux ont jailli des murs, déchirant la plateforme et attaquant les étudiants. Pendant ce temps, à l'extérieur de la bibliothèque, Kufa et Rose attendaient quand une nonne est arrivée en panique. Elle a annoncé qu'un invité important était arrivé et comme la directrice n'était pas là, Kufa a dû le saluer. Kufa demanda qui c'était et quand elle nomma le duc Felgus, le père officiel de Melida, il faillit s'étouffer. Il alla le rencontrer et Felgus exigea aussitôt que Melida soit retirée de l'examen car il avait déjà prévu de la retirer de l'académie. Kufa tenta de le raisonner, expliquant que les filles s'étaient inscrites à l'examen pour faire leurs preuves, mais Felgus rétorqua en mentionnant l'homme masqué qui prétendait être son père. Il affirma qu'exposer Melida au public était bien trop dangereux et risquait de nuire à la réputation de la famille Angels. Kufa insista, suppliant pour une année de plus afin de prouver le potentiel de Melida, mais Felgus rejeta l'idée, disant qu'elle ne comprenait même pas ses propres capacités. Cependant, Kufa affirma qu'il connaissait sa meilleure élève et voulait juste une chance, alors Felgus marqua une pause pour réfléchir. À cet instant précis, une autre nonne arriva en hâte avec une lettre scellée d'un blason de serpent. Felgus reconnut instantanément qu'elle venait de la guilde Grimphi, et quand il l'ouvrit, elle laissait entendre que les filles dans le labyrinthe étaient en danger, choquant absolument tout le monde. Dans la chèvre Vibria, les tentacules avaient traîné Melida et Elise à un étage inconnu, les séparant complètement des autres. Elles s'inquiétaient pour leurs camarades, mais Elise remarqua que leur sablier avait commencé à fonctionner, ce qui signifiait que leur épreuve avait officiellement débuté. Cependant, avant qu'elle ne puisse de planifier quoi que ce soit, les fantômes de bibliothécaires décédés apparurent soudainement et attaquèrent. Les filles activèrent leur mana et ripostèrent désespérément, Melida imitant les compétences que Kufa lui avait enseignées avec brio. Elles éliminèrent bientôt tous les fantômes et les deux filles se tapèrent dans la main pour leur victoire. Mais Elise leur porta malheur en soulignant que leurs armes étaient déjà usées après un seul combat et qu'elle doutait qu'elles puissent gérer plus de 2 fantômes à la fois. Les dieux du donjon dirent « Pris !» et soudain, de multiples fantômes apparurent de nulle part, les encerclant. Les filles se figèrent de peur alors que les fantômes se rapprochaient, mais avant qu'ils ne puissent frapper, un tourbillon soudain balaya tout, les anéantissant tous instantanément. Melida leva les yeux émerveillée pour voir que Mule et Salah étaient venus les sauver. Mule et Salah prétendirent bien passer aussi la certification de bibliothécaire et leur demandèrent à toutes de s'associer pour réussir cette épreuve difficile.
À ce moment-là, Mule sortit un étrange livre qui révéla la carte du labyrinthe et leur fit réaliser qu'elles étaient au 2e niveau. Mélida, curieuse, demanda quel était ce livre et Mule révéla que c'était un texte magique capable d'informer l'utilisateur de sa position actuelle dans le labyrinthe. Mule ajouta que c'était un atout de la chèvre Vibria, mais qu'il y avait une limite au nombre de fois où il pouvait être utilisé. Elle devrait donc être prudente. Et quelques instants plus tard, Mule prit un livre de l'étagère de la chèvre Vibria et le donna à Mélida à lire. Mais cela lui semblait du grec. Alors Mule expliqua qu'on ne pouvait pas connaître l'effet d'un texte magique tant qu'on ne possédait pas le grade correspondant de qualification de bibliothécaire. Cependant, il y avait quand même un moyen de l'utiliser. Pendant ce temps, Élise se demanda comment Mule semblait si bien connaître les livres. Livres! Même si c'était aussi sa première fois à l'examen, Salah répondit que Mule venait d'une famille de chercheurs de la chèvre Vibria. Mule exhorta ensuite Mélida à essayer d'utiliser le livre et quand Mélida prononça l'incantation, elles changèrent soudainement de costume, prenant des allures de contes anciens, Salah se retrouvant dotée d'une poitrine généreuse et très attrayante. Les autres filles devinrent jalouses et décidèrent de s'occuper de sa douceur jusqu'à ce qu'elle retrouve leur apparence habituelle. Suite à cela, elles se dirigèrent vers un autre niveau que Mule identifia comme l'endroit où se tenait l'examen. Elles ouvrirent un livre qui leur demanda si elles étaient ou prêtes pour l'examen et quand elles répondirent oui, elles reçurent la tâche de réparer et d'arranger soigneusement tous les livres présents dans la pièce. Juste à ce moment, une petite créature apparut d'un des livres et Newell leur dit que c'était le chanvre sanglier, un démon connu pour dévorer les livres. Et si elles les éliminaient, les livres seraient réparés et retrouveraient leur forme originale. En entendant cela, Mélida leur dit qu'elle avait compris et abattit la créature d'un coup rapide. Cependant, plusieurs autres petits démons apparurent, alors Mélida leur dit d'arranger les livres pendant qu'elle s'occupait des petits monstres. Les autres filles se mirent rapidement à ranger les livres sur les étagères, mais les livres furent rejetés dès qu'elles les placèrent, faisant réaliser à Mule que c'était un puzzle qu'elle devait résoudre car chaque livre avait son emplacement respectif où il pouvait s'insérer. Mule utilisa toutes ses cellules grises et le déchiffra rapidement. Elle commença donc à guider les autres sur l'endroit où insérer les livres, pendant que Mélida continuait à faire le sale boulot. Les livres se réduisirent rapidement jusqu'au dernier, et voyant que son emplacement était en hauteur, elles travaillèrent toutes ensemble alors que Mélida bondissait dans les airs et plaçait le livre à sa place. Elles étaient toutes enthousiastes pour leur victoire. Et pendant qu'elles se réjouissaient, un livre apparut soudainement dans une section des étagères. En les vérifiant, elles réalisèrent que c'était leur preuve de réussite à l'examen et qu'elles n'avaient plus qu'à revenir avec beaucoup de temps restant. Pendant ce temps, Neil devint curieuse et demanda pourquoi Mélida et Élise tenaient tant à réussir l'examen. Et Mélida révéla que c'était parce qu'elle voulait être reconnue comme une fille légitime de la maison A et Jail. Neil demanda si réussir l'examen prouvait vraiment qu'elle était légitime et, sentant le mépris dans sa voix, Élise s'avança pour protéger sa sœur de ses ordures. Elles pensèrent à partir, mais étant mal à l'aise avec tout ce plan, Salah prit le livre à Mélida. Mule devint furieuse et lui demanda de rendre le livre à son propriétaire légitime. C'est alors que Salah révéla que l'examen était un piège. Pendant ce temps, dans un autre niveau du labyrinthe, la directrice rejoignit les autres étudiants et ils lui demandèrent ce qui s'était passé plus tôt. Elle révéla qu'un des livres magiques avait causé une illusion qui les avait projetés dans des parties plus profondes du labyrinthe. Les étudiants demandèrent pourquoi cela s'était produit, mais elle répondit qu'ils pourraient se garder l'enquête pour plus tard. Pour l'instant, ils devaient se préoccuper davantage de retourner à l'académie. À ce moment, des types ressemblant à des zombies apparurent et leur dirent que personne ne sortirait vivant. Cependant, ils envoyèrent rapidement ces types aux enfers. Mais alors, un vieil homme étrange aux yeux rouges apparut et se présenta comme Crudal, un apôtre de la guilde Grimphus. La directrice fut choquée et demanda ce que l'apôtre de la guilde Grimphus voulait aux étudiants innocents, mais Crudal n'était pas d'humeur à trop parler. Alors il invoqua son armée de morts-vivants pour les attaquer. La directrice se battit pour protéger ses étudiants. Elle fut bientôt poignardée dans le processus. Cependant, elle considéra cela comme un honneur de mourir en les protégeant. Et alors que les morts-vivants étaient sur le point d'être anéantis, Koufa fonça à la vitesse de l'éclair. Kurdal fut choqué et invoqua plus de ses hommes, mais Koufa les balaya et finalement coupa Kurdal en plusieurs sections. Pendant ce temps, la directrice s'effondra et dit à Koufa de prendre soin des étudiants. Des étudiants crédules vinrent supplier, disant que c'était eux qui avaient lu le livre magique qui avait causé l'illusion dans l'ascenseur, comme l'avait instruit l'un de leurs pères. Crudal se releva soudainement, mais maintenant en tant que roi des morts vivants, et il se prépara à invoquer à nouveau sa grande armée, effrayant les filles. Pendant ce temps, à l'emplacement de Mélida, la police confirma que c'était un examen différent qu'elles avaient repassé. Juste à ce moment, un fantôme apparut à nouveau et Newell arracha le livre à Salah pour vérifier ce qu'il contenait, seulement pour découvrir que la classe de Mélida était samouraï. Newell dit qu'elle montrerait cela au frère aîné de Salah et s'échappa immédiatement, tandis qu'Élise, Salah et Mélida se préparaient à la poursuivre. Au même moment, Koufa commença à courir avec les autres. Mais les attaques du roi des morts-vivants devinrent vite accablantes. Alors il envisagea de se transformer en sa forme de vampire, mais il s'arrêta quand il réalisa qu'il ne pourrait plus rester aux côtés de Mélida s'il le faisait. Le roi des morts-vivants attaqua à nouveau, mais Mirbandage apparut juste à temps pour les sauver.
Il saisit ensuite le roi des morts vivants avec ses bandages, le rendant incapable d'utiliser ses pouvoirs. Bandage finit par aspirer le monstre et Kufa le remercia de les avoir secourus. Après avoir évité la crise, Neferbandage dit à Kufa qu'il y avait un combat en cours à l'académie, choquant Kufa. Il révéla que la guilde Grindfist avait causé des problèmes dans le labyrinthe pour distraire Kufa afin qu'il puisse attaquer tous les étudiants de l'académie pendant qu'il était parti sauver Melida. Le patron de Kufa apparut à ce moment-là et par Bandage, il négocia qu'il agirait comme espion et lui donnerait des informations sur les activités criminelles si Lord Kufa partageait les résultats de ses recherches sur la façon de transformer un lycanthrope en humain. Pendant ce temps, Kufa l'interrompit et demanda à son patron pourquoi il était là, et il révéla qu'une activité inhabituelle se produisait aux 2 portes menant à la chèvre Vibria. L'une des portes était gérée par Mordru et l'autre par les Schicksals. Le patron de Kufa lui dit alors d'aller s'en occuper car il était le seul à pouvoir le faire. Kufa s'y rendit immédiatement, se demandant ce que la famille Schicksals cherchait. Au même moment, Melida Fanelli attrapa Moule et ses livres se déversèrent de son sac. Quand Melida lui demanda pourquoi elle faisait cela, Moule dit que c'était parce qu'elle l'aimait et prononça ensuite une incantation qui activa immédiatement les livres éparpillés autour d'elle, provoquant une vive lumière violette. Melida ouvrit les yeux et réalisa qu'elle n'était plus dans la bibliothèque, mais se tenait maintenant dans un vide brumeux vêtu d'une tenue de soubrette. Mule apparut avec son sourire amical et la souhaita la bienvenue dans la salle d'audience illusoire, lui disant de bien se tenir car le grand cirque allait commencer. Le brouillard se dissipa bientôt et elle se retrouva soudainement dans une fausse salle d'audience bondée d'étranges masqués, et le frère de Salah était là, assis sur le trône du juge comme s'il possédait la planète. Le procès commença et Melida n'avait toujours aucune idée de ce dans quoi elle avait été entraînée. Neil expliqua utilement que le frère de Salah n'était pas seulement le juge, il était aussi le cerveau derrière tout ce désordre, et sous ses ordres, elle avait attiré Melida ici. Melida fit le rapprochement et leur dit de garder leur feuilleton. Elle avait un examen de licence de bibliothécaire à passer, mais le frère de Salah lui dit de rester tranquille, la traitant de fausse fille de la maison Angel. Il dit à Mouldestar d'enregistrer et elle activa le codex d'Anders avant d'avertir Melida de surveiller ses paroles car désormais chaque mot pourrait être utilisé contre elle. Grand frère frappa son marteau et annonça que son crime était d'avoir trompé le pays pendant 13 ans en se faisant passer pour une vraie fille Angel. Il affirma qu'un type quelconque était apparu disant qu'il était son vrai père et que puisque sa classe était samouraï, sa lignée était clairement suspecte. Elle rétorqua que les nobles ne produisaient pas toujours des paladins, mais quand le frère de Salah demanda pourquoi elle avait soudainement éveillé son mana après si longtemps, elle resta sans voix. Les personnages en arrière-plan autour d'elle devinrent fous à son silence et commencèrent à traîner sa mère disant qu'elle avait trompé Felgus. Melida craqua et leur dit de se taire. Elle dit qu'elle se souvenait parfaitement à quel point sa mère l'avait aimée, elle et Felgus. Elle promit ensuite de rejoindre la Légion du Blason et de prouver sa valeur en tant que A et Jail par l'action. Juste à ce moment, le frère de Salah lui dit de le prouver tout de suite en battant Salah dans un combat. Salah s'avança comme une marionnette avec des ficelles et pendant que Melida la suppliait d'arrêter, elle ne scia même pas. Élise lança son épée à Melida et Newell empêcha Élise d'interférer. Alors Salah dit à Melida de poser la lame et promit qu'elle y mettrait fin pacifiquement. Melida répondit qu'être de classe samouraï ne signifiait pas être faible et elles se lancèrent toutes les deux dans un combat intense. Salah commença à faire pleuvoir des attaques de lance d'en haut, mais Melida continua d'esquiver. Melida sprinta à travers la tempête de lance, essayant de réduire la distance, et pendant que la galerie pensait que Salah la tenait, le frère de Salah en savait plus. Il savait que Melida préparait quelque chose de dangereux, ce qui le fit se demander qui diable était son entraîneur. Melida trébucha bientôt et Salah plongea pour le coup de grâce, mais ce fut son erreur. Melida esquiva son attaque et lança une attaque qui envoya Salah s'écraser, choquant tout le monde. Melida se tourna vers le public et dit qu'elle était fière d'être une samouraï, ce qui prouverait sa valeur. Les masques commencèrent à chuchoter que peut-être elle était vraiment la fille du duc et craignaient qu'enlever une telle personne était une trahison. Voyant cela, le frère de Salah décida de sortir son atout. Le stylo-plume qu'il avait donné à Salah glissa de sa poche et une goutte d'encre de celui-ci se transforma en un trou noir qui causa un chaos massif. Mule expliqua que c'était un stylo-plume alternatif qui pouvait réécrire les textes magiques pour couvrir tout ce qui venait de se passer. Le trou noir s'étendit et commença à engloutir les invités masqués pendant que les survivants couraient pour sauver leur vie. Melida décida de mettre fin au dragon d'encre là même et Élise et Newell la rejoignirent, aidant à faire sortir les gens. Pendant ce temps, une vieille dame trébucha et son masque tomba, seulement pour se révéler être la femme de chambre en chef d'Élise. Cependant, Melida ne lui en tint pas rigueur et la laissa partir. Elles étaient presque libres quand la porte du jardin se referma avec fracas et la même figure masquée de clown qui prétendait être le père de Melida apparut. Il transforma le royaume en une cage et annonça que le véritable événement final venait de commencer. Élise le maudit et chargea pour venger sa sœur, mais le monstre éclaboussa de l'encre noire sur son épée, la corrodant instantanément puis la projeta à travers la pièce. Cependant, Melida réussit à la rattraper.
Mais l'homme masqué se tourna et envoya l'encre directement sur Mélida ensuite, mais Kufa intervint à ce moment-là. Il lui dit d'attendre derrière pendant qu'il affrontait le fou, mais elle dit qu'elle ne se battrait plus derrière lui, rendant Kufa fier en tant que professeur. Ils affrontèrent tous les deux le méchant, et pendant que Kufa le tenait occupé, Mélida se glissa autour de son angle mort pour lancer une attaque furtive. Cependant, il esquiva sa première frappe, mais il fut bientôt submergé quand Kufa le projeta dans le ciel. Mélida le frappa encore plus haut et Kufa déchaîna sa technique ultime, les 1000 lames invoquant des épées fantômes qui réduisirent la mascarade en morceaux. Mélida était excitée et courut droit dans les bras de son tuteur, surprenant Moule et les autres. Suite à cela, ils retournèrent dans le monde réel et le frère de Salacha rejeta rapidement toute la faute sur l'homme masqué, affirmant qu'il n'était qu'un déserteur voyou de la Légion du Blason, lui permettant de couvrir proprement ses traces. Pendant ce temps, Felgus doubla la sécurité de l'académie pour éviter une autre occurrence et quand vint le moment pour lui de partir, Mélida rassembla son courage pour lui parler. À sa grande surprise, Felgus la rassura, disant que du temps de sa grand-mère, l'un de ses proches avait aussi la classe samouraï. Il la complimenta même en disant qu'elle ressemblait à sa mère et en entendant cela, Mélida fondit en larmes car être reconnue par son père était ce qu'elle avait toujours voulu. Après Felgus, Kufa resta auprès de Mélida et promit que les choses ne feraient que s'améliorer à partir de là. Plus tard dans le jardin où il l'avait sauvée pour la première fois, Mélida lui rappela qu'il avait promis de la récompenser avec tout ce qu'elle voulait si elle réussissait l'examen de la chèvre Vibria. Quand Kufa demanda ce qu'elle voulait, elle lui dit qu'elle voulait qu'il soit là quand le monde la reconnaîtrait enfin un jour. Et plutôt que de lui confier sa vie, elle aimerait risquer une malédiction pour lui. Kufa fut stupéfait et lui baisa la main en pensant qu'elle était sa seule fierté en tant qu'assassin. Si vous avez apprécié ce récapitulatif, appuyez sur le bouton j'aime et commentez assassin dans la section des commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus d'actions et d'aventures nous riches en rebondissements. Si vous voulez un autre récapitulatif de fin de mai comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.